Garde à vue m'a ouvert la confiance, disons, des acteurs, absolument, des producteurs, des décideurs, pendant longtemps. Ça a été la chance de ma vie. Ma vie de cinéaste a basculé à partir de là. Et c'est vrai que j'ai fait un film, le film que j'ai fait après était le film d'un enfant gâté. Mortelle Randonnée, le scénario, l'idée, le concept ne plaisait pas du tout à Ariane. Je trouvais le film trop poétique, trop bizarre, trop étrange. Par contre, moi et Michel Audiard, on voulait absolument le faire et on était devenus évidemment très amis. Il m'a dit, tiens, il faudrait que tu dises ça, c'était Mortelle Randonnée. C'est vrai qu'il avait une originalité littéraire, que ça n'était pas... il y avait une espèce... C'était l'épopée d'un petit homme. Et puis, bon, là-dedans, il y avait aussi l'épopée d'un petit homme qui avait perdu son enfant, ce qui n'était pas pour rien, je pense. On a fini d'écrire, on a imprimé la chose, et que mon père me dit, tiens, tu devrais porte un exemplaire à Michel Serrault sur le chemin. Je m'arrête et je dis, mais je vais apporter ça à Michel Serrault, et je venais de me souvenir qu'il avait perdu sa fille très peu de temps avant. Le scénario était là et ne parlait que de ça. Donc je me suis arrêté, j'ai téléphoné à mon père, je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que c'est bienvenu, opportun, pas trop brutal, tu ne voudrais pas lui parler un petit peu avant? Il dit, mais non. C'est Michel Audiard qui avait écrit le scénario et que tous les deux avaient... on savait qu'ils avaient eu eux-mêmes chacun perdu un enfant, donc que cette... on sentait que c'était quelque chose qui portait très fort tous les deux. Et voilà, donc c'est vraiment un très très beau scénario et je me suis dit ça va être un film formidable. C'est encore chez Ariane Film, et là, comme avec mon père, on s'y dit tiens, c'est allé loin quand même. J'ai fait lire à Patrice Chéreau, et Claude est arrivé, et voilà, ça s'est fait comme ça. Malheureusement, Mouchkine et Dansiger n'aimaient pas Mortelle Randonnée, ni le roman, ni le principe, et donc on a été chercher un autre producteur. Ils ont revendu le sujet à Sard, que moi après j'ai payé. Je ne sais pas si Sard a reçu l'argent ou j'ai dû, moi, payer pour eux. Enfin, vous rentrez dans un club et vous payez, quoi. Voilà. Moi, j'étais le petit producteur de pub. Et tout d'un coup, tu veux rentrer à la grande école, et ben, tu payes la taxe. Voilà, j'étais un peu ça. Il avait envie de devenir, pas producteur, mais grand producteur. Et je pense qu'il y est arrivé. J'ai lu et relu le scénario. Voilà, je trouvais que c'était... quelque chose d'exceptionnel. En plus, il faut savoir dans quelle époque on est. C'est un tournage dans toute l'Europe. Ça m'intéressait bien. C'est mon petit côté mégalo qui était pas loin. Il n'y avait pas Schengen. C'était très compliqué d'emmener une équipe de tournage à travers toute l'Europe. C'était un Barnum total. On avait 80 camions. Enfin, ce truc était colossal. Tourner à Venise, tourner à Baden-Baden, tourner en Belgique, l'histoire me plaisait, voilà. Et en plus, bon, cette histoire était absolument incroyable. Et puis, j'avais un lien aussi assez fort avec Michel Serrault. Et Michel Serrault avait son point de vue sur le film. Et puis, il avait perdu un enfant, Audiard aussi. C'est ce qui les a rapprochés sur le film. Faut pas oublier, c'est important. C'est vraiment un point... très important qui a fait que c'est presque Michel qui a aussi embarqué Claude. Tout le monde s'est embarqué, quoi. Voilà. Isabelle, fidèle à elle-même, je dirais. On s'est bien entendu sur le tournage, puis il y avait des moments de... Donc c'était assez facile. Guy Marchand, aucun problème. Stéphane Audran, des comédiens, quoi. Donc content de faire une aventure comme ça. Non, franchement, il n'y a eu aucun souci. Aucun. Je peux pas dire que j'en ai chié, ça, il n'y en a pas eu. Après, ça c'est compliqué. Mais franchement, là, c'était le film portait tout le monde. Charles Gassot, donc le producteur, c'était son premier film. C'est donc un énorme challenge pour lui, parce qu'il était un grand producteur de publicité. Et là, il s'est attaqué à un sujet ambitieux, avec un metteur en scène ambitieux et une équipe lourde. Et j'ai un souvenir de quelqu'un qui a toujours été charmant.
À chaque fois que je le voyais, il gardait sa bonne humeur. Il était quelqu'un vraiment. Et Dieu sait, au fil du temps, la mine se tendait. Mais quand il venait sur le plateau et tout, c'était quelqu'un de vraiment agréable. Et pas, il cachait bien son jeu. C'est-à-dire que, bon, il se démenait pour arriver à trouver le financement. Il y est arrivé. Mais sur le plateau, il n'était pas. En tout cas, c'était pas le genre de producteur qui mettait la pression devant tout le monde sur le metteur en scène. On avait une préparation un peu assez longue. On a pu peut-être travailler en amont avec Cohut et Pierre Lhomme, qui était donc Cohut Svelko, le décorateur, et Pierre Lhomme. Pierre Lhomme était un grand opérateur qui à l'époque, était très, comme tous les grands opérateurs, avait des exigences, ce qui est normal. Donc il fallait un certain temps pour travailler, ce qui est tout à fait normal. Et parce que dans le cinéma, on ne va jamais assez vite. C'est toujours le problème. Et on veut la meilleure photo du monde, par exemple, mais il faut faire ça en 5 minutes. Donc ça, c'est un truc, mais ça, c'est comme ça. Alors on me disait surtout, il ne faut pas le dire. Voilà. Ne pas dire que c'était impensable de faire ce film en 12 ou 14 semaines. Parce que si on le disait, le film ne se faisait pas. On lisait un scénario, on estimait un scénario. On disait, il faut tant de semaines, voilà, c'était comme ça. Bon, après, ça se discutait. Après, plus tard, à cette époque déjà, on vous disait, voilà, on a 12 semaines, il faut que le scénario rentre dans 12 semaines. Débrouillez-vous. Alors on se débrouillait, tant bien que mal. Là, je me suis mal débrouillé. La preuve, c'est qu'on a dû dépasser de 6 semaines. Bon, il y a eu c'était pas tout de ma faute. Enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, entre les problèmes de sinistres, entre les problèmes de météo, entre les problèmes de... Enfin, on a eu quand même pas mal de déboires. C'est presque l'archétype du tournage, je dirais pas très grande production, mais si quand même, où tout le monde avait les moyens de faire ce qu'il devait faire, chaque poste avait les moyens. Même si au retour, on a eu moins de moyens pour terminer le film, c'était un énorme cadeau que faisait Charles Gassot à Claude de lui faire ce film-là. Isabelle Adjani avait refusé à maintes reprises L'été meurtrier. Et là, brutalement, du jour au lendemain, elle appelle Becker, Jean, en lui disant, écoutez, voilà, je fais le film. Donc, du coup, elle a fait le film. Mais du coup, ça nous a retardé parce qu'elle n'était plus libre. Donc, il a fallu qu'on décale le tournage. Donc, ça a commencé à être un premier retard. On a commencé à tourner vers le tournage vers le fin août à Bruxelles. Et pareil, je crois qu'elle n'était pas des premiers plans parce qu'elle n'était pas encore disponible. Elle était toujours sur le tournage de Becker. Et donc, on a commencé par des séquences sans elle. C'est vrai que le fait d'avoir décalé, on l'a payé très cher. C'est pas pareil qu'au mois de juin, au mois de juillet. Qu'on avait une équipe extrêmement lourde, vraiment très très lourde, voilà, césarisée. Donc tout le monde avait l'assistant, le machin, le chauffeur, le truc. Et c'était un barnum de changer tout, de bouger tout ça. Vraiment, ça c'était ça. Et moi je pense que j'étais trop jeune pour le faire et que j'avais pas les épaules peut-être. Vous voyez, dans le sujet à Mouchkine, n'aurait pas produit de ma façon. C'est clair. Il y avait quand même un peu une fatwa sur le film. Hein. Le film a été à chaque fois... il y avait un peu une main noire. Tout a été très, très, très compliqué. Et à chaque fois. Rien ne collait, si vous voulez. Rien n'était fluide. Et la cascade a été le début des emmerdements généraux à l'image de ce qu'allait être le tournage de Mortel. Un cauchemar. Le fameux garage où il y a le final, où on a fait tomber la voiture du haut du 4e ou 5e étage, qu'on a tourné là parce qu'on n'avait pas eu l'autorisation de tourner ça à Paris. Parce que dans l'histoire, dans le scénario, c'était à Paris. Et pour des raisons de sécurité, je ne sais pas pour quelle raison, bien précise, en tout cas, ça nous a été interdit. Et donc, on s'est retrouvés à chercher ce décor à Bruxelles. Et on a trouvé ce parking qui était très intéressant. Le seul problème qu'on avait, c'est que sous la chaussée, il y avait je ne sais quoi, il y avait des cuves ou quelque chose. Et ils avaient très peur que la voiture ne défonce le pavé. Claude était très angoissé par cette scène. Et d'ailleurs, il m'avait dit, écoute, ce qui était rare à l'époque, enfin en tout cas en France, c'était tu tiras le moteur et tout aux caméras, parce que moi ça me stresse, parce qu'il fallait prévoir Jérémy Julienne là-haut, qui était avec son système de catapulte pour catapulter la voiture à travers la verrière qui devait tomber. Il y avait 3 caméras, si ma mémoire est bonne, qui tournaient. Il y avait les problèmes de sécurité. Il y avait vraiment... Ils avaient mis une grue contre le bâtiment, pour protéger, qui était la grue qui allait éventuellement servir à faire des raccords. Et je me souviens que quand c'est parti, la voiture est tombée sur la grue. Directement, très mal, et est tombée sur la cabine avant du camion de la grue, au lieu de tomber
400 mètres. Donc il n'y a pas d'arrivée de voiture. Ils avaient mis une caméra sous un triangle en fer, comme on fait souvent pour que la voiture s'encastre. Bon, tout ça avait été très raté. Moi, après ce plan, il n'y avait pas de TGV, je prenais ma voiture, je rentrais à Paris, et premier coup de fil, j'arrivais à 9h02, et je tombais sur mon banquier qui dit « Je t'ai interdit de faire un chèque aujourd'hui ». Et j'avais encore 15 semaines de tournage à faire derrière. Ça forme un producteur. C'est-à-dire, avant le tournage, il y a un rêve. Au moment du tournage, s'il y a un esprit souple, il y a une adaptation. Mais c'est une adaptation par rapport à un projet qui a longuement mûri. Et comme dans ce film, Claude était très préoccupé de l'esthétique, plus que d'habitude, effectivement, je veux dire, ça rendait le travail passionnant, mais assez difficile, assez stressant. Et Claude était très stressé pendant ce tournage, parce que ses demandes et ses rêves étaient tellement importants. Je crois qu'il y avait dans Mortelle Randonnée des vides dramaturgiques, enfin, au niveau de l'écriture du scénario, que j'ai ressenti le besoin de remplir par de l'esthétisme, par de la beauté pure, si on trouve ça beau, parce qu'on n'est pas obligé de trouver ça beau. C'était une façon, si vous voulez, de faire un cinéma un peu extraverti, qui se regarde un petit peu lui-même. Qui sont encore une fois aujourd'hui des choses qui ne m'intéressent plus du tout. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les personnages, ce qu'ils se disent, ce qui leur arrive, et j'essaye au contraire que ma caméra soit la plus modeste possible, qu'elle ne se sente le moins possible. Il y avait un virus dans le scénario, et peut-être que pour Claude, c'était sa façon à lui de conjurer ce virus. Peut-être pas de l'annuler, mais de le conjurer. De mettre l'intérêt tout à coup, hop, on regarde ailleurs. Pour moi, une scène marche parce qu'il y a des enjeux qui sont posés, il répète sa mort. C'est une situation. Et on voit bien, alors il y en a d'autres dans le film, je ne peux pas les nommer là, mais là on voit bien ce qu'est la situation, ce qui se joue et comment en sortent les personnages et à quoi ça amène. Quand ça n'est pas ça, c'est un ruban. C'est un ruban qui est très très plaisant, qui va fonctionner énormément avec des mots, avec du dialogue ou du monologue intérieur, parce qu'il y avait cette chose qui était assez étonnante dans l'œil. Il nous parlait. Parce qu'il est aveugle ou parce qu'il est riche. Nous passions nos vacances au Danemark. J'ai senti un serpent sous les pierres. Une odeur ignoble. Moi aussi, je peux puer. Me cogner au meuble, jouer au con. Et je travaille par intuition. C'est les vibrations du décor, c'est le jeu des acteurs. Il y a pas, si vous voulez, je me fais pas une idée préconçue de l'éclairage qui conviendrait à tel moment du film, etc. Jamais. Ma façon de filmer est liée à la préparation, est liée au dialogue avec le metteur en scène, est liée au décor, est liée au scénario, mais ça n'est pas, c'est pas très didactique. Le travail de Cohut sur les intérieurs, parce que le château était absolument 17 ou 18e, il avait réinstallé une déco qui correspondait au personnage de Samy Frey à l'intérieur. Toujours pareil, l'adéquation entre ce que faisait Cohut et la façon dont l'homme le regardait et l'éclairait, et c'était assez prodigieux, mais en direct, sans passer par le prisme de la caméra, c'était à chaque fois très, très surprenant et très impressionnant. C'est des décors qui sont tellement forts que, je veux dire, le principal souci, c'est de ne pas les saboter, au contraire. Vous voyez, c'est un peu comme un visage. Hein. Claude était très, très, très demandeur. Plus un metteur en scène est demandeur, plus les gens qui travaillent avec lui sont contents, en principe. Je veux dire, un metteur en scène qui vous demande rien, ou presque, c'est un peu frustrant, quoi. Je veux dire, on ne se dépasse pas. On ne peut pas se dépasser tout seul.
J'éclaire en fonction de ce que je vois. Le rôle qu'elle a dans ce bistrot, la façon dont elle est habillée, tout en fait une soubrette. Donc c'est pas moi qui fais une soubrette, elle est une soubrette. Donc j'éclaire une soubrette. À quoi je reconnaîtrais? Moi je suis en admiration devant le travail de Serrault. C'est absolument magique tout ce qu'il arrive à faire passer. Voilà, c'est très... Je veux dire, son intelligence du scénario est au-delà du prévisible. Chaque scène tournée commençait par, ou finissait par, quand c'était une scène où était Serrault, quelle histoire, voilà. Quand Serrault disait en rigolant « quelle histoire », Claude le vivait, ça. Il se demandait à quoi l'amènerait ce film. Il ne le savait pas. Claude voulait, encore une fois, le visuel. Il avait dû arracher une page de Elle. Il voit une fille avec un maillot de bain, une pièce noire. Et il dit, je veux ça, mais il faudrait une cinquantaine de femmes comme elle. Et je veux surtout pas une vieille dans le secteur. Je veux que ça soit des belles nanas de 20, 25 ans. Tu vas savoir faire, tu t'en occupes. Oui, Claude, je m'en occupe. Et ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher parce que... voilà. En plus, il y avait une musique absolument magnifique, un leader chanté par une chanteuse qu'on a fait venir aussi sur le tournage, qui accompagnait le tout. Et la scène est absolument magnifique, avec ses mouvements de grue et de caméra, c'est plus splendide. Tout ça était, pour moi, voilà, là, je fais du cinéma. Dans chaque décor, il y avait du retard. Et on ne pouvait pas prolonger le tournage dans un décor parce qu'il fallait tout de suite enchaîner sur le prochain, qui était dans une ville, alors Baden-Baden par exemple, à la suite de Bruxelles. Ce qui fait que l'on a tourné dans tous les décors une première fois et qu'on a été obligé de recommencer pour terminer dans chaque ville les plans qui avaient été abandonnés, faute de temps. Le plan de travail était fait d'une façon très rigoureuse. Les lieux étaient loués pour X jours, mais pas X plus 1 ou 2. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu prolonger le temps de tournage sur le lieu même. On savait simplement qu'en quittant ce lieu pour aller dans un autre, on laissait derrière nous la queue des scènes. Et que donc, il faudrait ou revenir... à plusieurs reprises pendant le tournage, dans notre fort intérieur, on se disait qu'on n'arriverait pas au bout. C'est-à-dire que ce film allait capoter pendant le travail. En plus, non seulement on ne finissait pas ce qui était prévu, mais il fallait courir pour aller sur l'autre lieu où on avait un moment si vous voulez, une date précise de début de tournage. Vous voyez, ça créait un climat très spécial quand même. Il y avait cette urgence en permanence. Voilà, ce que tu devais faire à Baden-Baden, on va le décaler. Ce que tu devais faire à Venise, on le décalait, et on redécalait encore. Donc on s'est baladé en décalant tout le temps. Donc ce qui donne une tension en plus particulière à la mise en scène et au producteur. Quand vous êtes vraiment producteur d'un film comme ça, vous en prenez plein la gueule partout, hein, et que vous voyez ces roches-là, ça vous donne un tonus terrible. Vous dites, bon, je le tiens, le film, je l'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est par des petits bouts comme ça qu'on arrive à se tenir. Parce que moi, je faisais j'allais à Rome, mais je revenais à Paris pour continuer à voir mes banquiers, faire de la pub, faire des réunions, alors que rien à foutre, pour tenir la boîte, vous voyez. Donc c'était un peu compliqué. Il a été tout à fait remarquable. Parce qu'il a reçu un grand choc. Il a vidé ses tiroirs-caisses et il a quand même réussi à finir le tournage. Il nous restait encore beaucoup de travail à faire. Il nous a dit qu'il ne pouvait plus payer. Donc, il nous a demandé de travailler en différé. Et je veux dire, c'est un homme qui est profondément honnête et il n'y a pas eu la moindre hésitation dans l'équipe. Vu qu'on avait quand même travaillé pendant 12 semaines dans des conditions très agréables, des bonnes conditions, parce que Gassot était un bon producteur, on avait quand même on avait ce qu'il fallait pour tourner. Donc je pense que ça a été accepté très, très, très facilement et effectivement c'était normal. Et après on a dû être payé comme il avait promis. Mais... Toutes les séquences étaient inachevées. Donc Albert recevait les rushs, commençait à monter.
Et il communiquait pas mal avec Claude Miller, qui l'appelait sur le tournage, en disant il y a certaines séquences, à la fois j'ai l'impression que les plans qui manquent sont peut-être pas indispensables, peut-être tu pourrais les laisser de côté, voyons, mais moi j'avance sur le montage, je pense qu'il y a des séquences qui vont suffire en l'état. Claude, lui, était persuadé qu'il fallait quand même qu'il tourne toutes ces séquences manquantes. Donc à la fin du premier tournage, ils sont repartis dans chaque décor, refaire toutes les parties des séquences non tournées manquantes. Évidemment, ça me coûtait du fric, mais c'était pas ça le problème, c'était d'aller au bout d'une énergie, quoi, d'aller au bout d'une écriture, d'aller au bout de qu'on avait tous en tête. Tous, Claude et moi au moins. Et puis, j'avais pas besoin d'être convaincu pour dire ok, on va retourner. Parce que c'est vrai qu'il manque un truc. Pour nous, on sentait ça comme ça. On a décidé d'arrêter le tournage pendant quelques temps, de refaire une préparation de quelques semaines pour refaire un tournage un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on a dû tourner au mois d'octobre, je crois fin octobre, octobre-décembre. Ils ont dépassé d'1 mois et demi. 6 semaines qui ont été amputées sur le montage, du coup, parce que il y avait une obligation, c'était de terminer le film à une date très très précise. Il avait avec lui Albert Jurgenson, au montage, qui était critique, qui est très très critique, mais en même temps qui lui donnait une espèce d'assurance. Il se reposait bien dessus. Donc ils ont vu le film ensemble. Claude était aussi très fatigué d'un tournage très très épuisant, donc ils ont vu ce film, ils n'étaient contents, ils n'étaient satisfaits ni l'un ni l'autre. Et il y avait une sorte de tension là qui était facilement ressentie par tout le monde. Claude était, lui, persuadé qu'il devait quand même conserver le scénario, la continuité du scénario, et il voulait donc conserver ce premier montage dans sa longueur avec tout ce qui avait été prévu. Et Albert était persuadé que lui, il fallait retravailler ce scénario, donc il discutait énormément, violemment, avec la production et avec Claude, en disant il nous faut plus de temps, on ne peut pas laisser le film dans cet état. Ce film c'est dommage, on est en train de gâcher un magnifique scénario et avec un film qui est mal monté. Par 3 jours, je te fais une proposition, je vais faire un autre montage. Et Albert a fait donc cette proposition de montage plus courte, beaucoup plus courte, je crois quasiment 20 minutes, une demi-heure en moins. Et on a fait une projection, on a fait venir Michel Audiard. À la fin, je me souviens de Michel Audiard disant je trouve que c'est très intéressant, Claude, faut tenir compte de ça, c'est intéressant. Et Claude a dit non, moi ça je peux pas. Claude continuait à être très fermé, je pense incapable d'avoir du recul sur son film. Je pense qu'il restait indécis et puis fâché. Je pense qu'il se sentait fâché peut-être contre lui, contre les autres, mais enfin, c'était une finition très difficile, très pénible. Sur un scénario de cette nature, c'est un scénario accumulatif. Il ne faut pas... On peut entrevoir assez facilement les problèmes qu'il va poser au montage, et au tournage et après au montage. Au tournage, on s'en accommodera peut-être, mais au montage, la chose apparaîtra très, très, très fortement. Et je vous dis, et ça même en tant que scénariste, un scénario où on peut couper 10 pages, en rajouter 5, ou un montage où on peut coupons 10 minutes. Et le problème reste entier, sauf que ça sera plus court. On pourra se dire, tiens, on s'ennuie moins, des choses. Mais ça n'est pas ça. Après, il peut y avoir des facteurs aggravants, des facteurs de rythme liés à des formes de découpage. C'est le tournage. Mais disons que le scénario porte déjà son virus. Claude avait conscience du défaut de l'histoire. D'où la musique, d'où la musique magnifique, mais importante.
Moi, ce que je me souviens très bien, c'est des moments de travail à Paris avec Carla Bley. Et ça, c'était magique. Ça, c'était très, très fort. Très, très fort. Parce que d'abord, Claude était moyen sur l'affaire, c'est-à-dire qu'il ne savait pas si elle jouerait la star ou non. C'est la Paloma, oui, très bien, et puis je vais vous faire autre chose. Et puis là, t'es comme un con. Donc, à un moment donné, il y avait un peu... Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Et quand tu as commencé à faire écouter les bandes, j'étais ravi, quoi. On voyait le film. Finalement, le placement de la musique, c'est vraiment fait au fur et à mesure du montage et non pas... c'est pas une musique additionnelle après. Ils avaient utilisé des musiques préexistantes de Carla Bley, même si elle est venue, elle a réenregistré les musiques. Bonjour, Mademoiselle Granger, vous avez fait bon voyage. Excellent, merci. Vous gardez votre chambre toute la semaine? Sans doute. Un instant, est-ce que vous pourriez me rendre l'enveloppe que j'ai mise au corps? Il y a tout un moment comme ça où le cinéma français, parce qu'il doute probablement de sa forme, va essayer d'en trouver là, à travers... alors je ne sais pas s'il y a des coïncidences de date. Pour moi, c'est Téchiné Barocco, c'est Subway, c'est La chair de l'orchidée. Il y a ces choses-là. Je ne saurais pas trop comment... Mais il y a une tentation formelle, formaliste, formalisante, importante à ce moment-là. Il va y avoir un travail de lumière particulier, de décoration et de stylisation. Voilà, comme si... qui serait un petit peu... Enfin, c'est comme ça que j'interprète avec le temps, je ne sais pas, mais qui serait un petit peu... On se débat, on va essayer de sortir de la nouvelle vague. Or, je ne pense pas que le sujet qu'on avait écrit, Mortelle Randonnée, tombait dans cette chose-là. C'était ailleurs. Je suis très très fier de Mortelle Randonnée. Je trouve que ça reste un des grands films français. Voilà, et la version longue, la version courte, je trouve la version courte un peu courte et la version longue un peu longue. Mortadelle Randonnée, ça l'a tué. Là, Gérard Lefort a fait très fort sur ce coup-là. Et ça l'a tué. Et tout le monde ricanait, etc. Franchement, là c'est vrai qu'on ne se souvient pas des bonnes critiques, on se souvient des mauvaises. Celle-là, vous la prenez en pleine gueule, quoi. Puis Claude, il sortait quand même de succès, donc ça fait du bien de casser aussi un metteur en scène, quand même. L'esthétique publicitaire qui a été reprochée au film, l'article de Danet dans les cahiers, dans tout ça, je trouve ça assez nigaud et injuste. On était à une période où le cinéma américain faisait des très longues focales, faisait des films dans lesquels il y avait des flous, il y avait des choses comme ça, les films de Altman, les films de Pakula, et le film répond pas du tout à cette esthétique-là. Le film de Claude, simplement, il a une très très forte démarche artistique. Alors évidemment, quand on voit une lumière qui est sophistiquée, des choses, on dit que c'est de la pub, alors que là, il y a une cohérence formelle pendant toute la durée du film. Et puis, il y a ce côté onirique qui est très 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 important. Ah, ça, les gens ont été, mais nous aussi, très déconcertés par l'esthétique appuyée du film. Claude, je veux dire, il voulait ça. C'est très délibéré. Je sais qu'il y avait un désaccord entre Audiard et lui. Il y avait deux façons d'envisager cette histoire. Ça pouvait être une histoire pitoyable, terre à terre, ou en faire, c'est ce que je crois que c'est Audiard qui parlait de papier glacé. Est-ce qu'il était trop noir? Est-ce qu'on ne comprenait pas? Il n'était pas assez... Mais c'est moi j'aime bien dans le film, c'est que tout n'est pas dit, il y a plein de non-dits, on ne sait pas très bien. Très longtemps, dans la première version, on pensait que c'était sa fille aussi, on ne savait pas. Je me souviens des gens qui disaient, mais c'est la fille de Serrault, c'est pas sa fille. Vous voyez, donc c'était l'ambiguïté qui marchait très bien. Alors est-ce que c'est ça qui a désarçonné le spectateur? J'ai toujours été intriguée par le fait que on n'expliquait pas quel était le problème de Serrault dès le départ, et qu'on était embarqué dans une histoire que l'on découvre, mais très, très, presque à la fin. L'histoire de la petite fille, de la fille. Voilà, c'est pas celle-ci, c'est celle-là, alors bon, voilà. Et je pensais que le Mortelle Randonnée, pour moi, c'était vraiment une errance de quelqu'un, mais aussi... J'avais du mal, moi personnellement, à comprendre exactement de quoi il retournait. Dès la lecture du scénario, il y avait un souci de compréhension, un souci de comprendre. Qu'est-ce qui se passe
entre l'œil et comment elle s'appelle, Catherine? Il y a un vice, je crois, de forme dans le projet, ou dans le scénario, ou dans l'histoire, et il l'a résolu en ayant un très très fort impact esthétique, et je crois qu'après, il s'est dit, ça j'ai fait, maintenant je passe à autre chose, et il a fait ces films intimistes qui est sa vraie nature, je crois. Claude détestait profondément, c'était un film qui vraiment... Je ne voulais pas en entendre parler de Mortel. Pour des questions, je pense, de souvenirs de tournage, qui était le pire tournage qu'il ait jamais eu à affronter. Et aussi, il aimait profondément... Il trouvait le film très, très maniéré. C'est un film des années 80, avec des manières des années 80. Mais il n'empêche que le travail de Jean-Pierre... de Pierre Lhomme reste, je trouve. Il y a des moments vraiment, vraiment très costauds. Surtout dans les intérieurs, à effet, mais qui reste assez marquant. Même moi, j'ai eu des prises de bec, pas de prises de bec, mais discussions avec Claude, disant là c'est trop long, on s'emmerde. La Paloma tout le temps, le machin, le paquet de senior service, on n'en peut plus. Est-ce que tu peux pas? Et Claude le voyait pas comme ça, le film. Ou pour Canal+, ou pour la 3, qui voulait le repasser, le rediffuser, mais en disant c'est trop long, qu'il avait besoin. Et comme Georges Janson n'a jamais été content du montage de Mortel Randonnée. On a été obligé de le finir parce qu'il fallait que le film sorte, d'arrêter le montage. Mais il n'était pas content. Il disait on n'a pas fini. Et il a profité de cette proposition d'achat qui arrangeait bien le producteur, Charles Gassot, et pour faire une coupe. C'est René Bonnel de Canal qui appelle Claude, qui dit écoute, on ne peut pas passer le film tel qu'il est trop long, il faut le couper. Et je vois Claude débarquer dans mon bureau me disant écoute, il a raison, il faut couper une demi-heure, alors que moi ça fait juste 1 an que tous les jours je disais Claude, est-ce qu'on peut pas gratter 20 secondes là, 30 secondes là, 40 secondes là, parce que on tue l'histoire. Trop d'anecdotes tuent l'esprit on tient plus les gens par la main. Moi, adolescent, je prenais Mortel comme un film déjà culte et j'adorais ça. Et je faisais partie de cette génération qui trouvait Mortel Randonnée, que ça avait de la gueule. Bon. Et ça agaçait prodigieusement Claude. Et un jour, je me souviens dans son bureau, il m'a dit bon, bah d'accord, mais lis ça. Et le lis ça, c'était Mortel Randonnée de Marc Bem, d'où partait l'affaire. Et il m'a dit tu lis ça, puis on en reparle. Et j'ai lu ça, et je ne lui ai plus jamais parlé de Mortel Randonnée.